Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver avec un invité exceptionnel. En effet, mon invité aujourd'hui est une personnalité incontournable du monde artistique international. Brillant par sa capacité à repousser ses limites, il a dirigé et chorégraphié plusieurs spectacles marquant les esprits avec les productions telles que par exemple Hors cadre ou encore la création d'un Seul en scène co-créé avec Samuel Murez, complètement jeté, qu'il donnera partout en France, en francophonie, dont un à l'Olympia à Paris. Inspirant car inspiré, mon invité sillonne la France pour dispenser de conférences accueillies avec un tel engouement que les grandes et prestigieuses institutions lui ouvrent les portes. Sa créativité débordante et ses productions artistiques font de lui une figure incontournable du monde artistique. Oui, vous l'aurez reconnu, j'ai la joie, le privilège et le plaisir de recevoir celui qui est aussi auteur, acteur, producteur et réalisateur, l'artiste François Allu. Merci beaucoup Emmanuel, quelle introduction. François, bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel, merci pour tout. Sois le bienvenu. Eh ben, merci, un tel accueil, je peux que être bienvenu. Franchement. Magnifique. Merci à toi et je voudrais tout d'abord commencer par une citation de Michel-Ange qui, pour se présenter, soulignait, je le cite, « Je suis un artiste avant tout et l'art est le reflet de ma conscience. » Et vous, François Allu, qui êtes-vous? C'est beau. Alors ça, cette réplique, qui êtes-vous, c'est une réplique de mon spectacle. À un moment, je lève la tête et je dis, qui êtes-vous? Il y a une voix qui me dit ça, tu vois. C'est une grande, effectivement, c'est une grande question. Comment est-ce qu'on se définit? Comment est-ce qu'on se voit? Déjà, je pense que ce que je vais dire là ne sera peut-être plus valable d'ici peut-être pas quelques minutes, parce que je ne suis pas encore complètement fou, mais dans quelques années, peut-être que ce sera plus le cas. Moi, aujourd'hui, je me vois comme un créatif, avant tout, comme un hypersensible, et professionnellement en tout cas comme un artiste entrepreneur. Parce que comme tu l'as dit, effectivement j'ai fait donc, je ne vais pas répéter ce que tu as raconté, mais je sens qu'en tout cas mon rôle dans le cosmos terrestre, on va dire, dans l'ordre des choses, de comment ça se passe, je suis à ma place en fait quand je suis en lien avec les autres. Ça c'est quelque chose qui est hyper important, quand je leur transmets de l'énergie et quand je surprends. Je vois que en fait quand je suscite des émotions chez les autres, ça me remplit moi et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez naturel qui se passe. Donc voilà, je me définirais, enfin aujourd'hui en tout cas quand on me demande de façon très courte, parce que c'est bien de mettre les gens dans des cases, c'est quand même plus pratique, je dirais artiste entrepreneur. Voilà. Et avant d'approfondir la réflexion, selon toi, quelle est ta plus belle qualité? Non pas comme les autres te voient. C'est une grande question. Je vais répondre un peu inconsciemment, mais je dirais la générosité. Alors, moi j'ai une philosophie de vie un petit peu particulière. En fait, je vois mon entourage comme une meute dans laquelle j'ouvre les portes à tout le monde, mais les personnes qui n'en font pas partie, en tout cas, je ne vais pas passer trop de temps de mon énergie, enfin trop d'énergie à être concentré sur ça. Par exemple, aujourd'hui, on entend tout ce qui se passe sur les guerres, sur les conflits, et je trouve ça horrible. Et évidemment, en fait, si j'y passe ne serait-ce que 2-3 minutes et que j'approfondis, mon hypersensibilité, elle fait que je suis perforé par un coup de pieu et je m'effondre et je me dis mais pourquoi les règles sur Terre sont comme ça? C'est quoi ces règles du jeu horribles? Et donc j'essaye de faire fi de ça, de me concentrer sur l'essentiel et de me dire en fait qu'est-ce que moi je peux faire, un peu comme les stoïciens, travailler là où j'ai de la prise, et de me dire voilà, je vais aider toutes les personnes qui sont dans mon entourage proche, toutes les personnes qui me semblent être de bonnes personnes. Ça peut être quelqu'un croisé dans la rue que je connais pas et que je vais voir en difficulté, qui n'a pas forcément demandé de l'aide, mais que je vais voir peiner. Bon, je prends un exemple, une vieille dame qui est avec son sac, tu vois, et je vais lui proposer mon aide. Et le simple « Ah mais merci monsieur, c'est très gentil », mais moi ça refait ma journée. Parfois, s'il y a des personnes qui sont son domicile fixe, si je les vois vraiment et qui me demandent de l'argent ou à manger, enfin des choses comme ça, j'essaie de le faire aussi. Évidemment dans la mesure du raisonnable, parce que sinon on passerait notre vie à faire que ça.
Et j'essaye surtout de prioriser, de me dire dans mon entourage proche comment prendre soin des miens. Voilà, d'où l'esprit de la meute. Et mon esprit il est vraiment concentré sur ces personnes-là et dès qu'elles ont besoin, j'ai envie d'être là pour elles. Pas pour qu'elles soient là pour quand j'ai besoin, mais parce qu'en fait le fait de leur donner, ça me nourrit. Et puis je trouve qu'on apprend énormément aussi de la difficulté, de l'adversité. C'est comme ça qu'on grandit. Moi, les rares fois où j'ai eu des moments un petit peu durs, j'ai fait une dépression, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a un moment de dépression, il y a un moment où j'étais perdu, je me suis dit mais pourquoi? Et en fait là c'est là où il y a la lumière qui est venue, quoi. Je me suis dit heureusement que j'ai vécu ça parce que si tout allait bien, finalement ce serait terrible. Donc voilà, j'essaye de... C'était quelle question? La générosité. La générosité, voilà. Je pense, voilà, la générosité. Et après si je vois quelqu'un, et ça c'est je pense que c'est propre à l'hypersensibilité. Si je vois quelqu'un qui passe et qui me dit excuse-moi, tu me passes un truc, mais que l'énergie, je ne peux pas le décrire avec des mots, hein, c'est indicible, il va me demander quelque chose mais que je ne le sens pas, j'irai jamais. Je fais toujours confiance à ce que je ressens avant ce que je pense. Ça c'est vraiment essentiel. Et si on me dit mais c'est une bonne personne, regarde, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, la manipulation aujourd'hui elle est tellement courante qu'il faut éviter vraiment de tomber dedans. Et c'est pour ça que je crois que... Et puis on a tellement d'informations aujourd'hui, il y a tellement de fake news, de vraies news, de la vraie science, de la fausse science, que je me dis en fait, en tout cas moi ma seule référence aujourd'hui c'est ça, et mon inconscient principalement. Et puis après évidemment je développe quand même un petit raisonnement. Je me dis pas tiens j'ai envie et j'y vais, il y a quand même autre chose, mais d'abord ce sera toujours l'impulsion, voilà. Et générosité, allez, on parle là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis. À l'instant, tout à l'heure, tu te définissais comme un artiste entrepreneur. Quelle définition donnes-tu de l'art? L'art, c'est tellement vaste. Alors, si on parle de l'art, il y a l'artisanat, donc le fait de faire, de fabriquer soi-même. Mais l'art, pour moi, déjà, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Je pense qu'on peut prendre un stylo et gribouiller quelque chose le soir, même si c'est moche, et ben, ça restera de l'art quand même. Après, la valeur qu'a l'art qu'on fait dépend de l'autre. Elle ne dépend pas finalement de ce qu'on fait soi-même. Donc pour moi, l'art, c'est quelque chose... je crois que c'est un exutoire avant tout, en fait. L'art, c'est vraiment on fait un exercice cathartique, en fait, quand on va dessiner, quand on va danser, quand on va chanter, quand on va essayer de créer une musique, quand on va peindre, qu'importe. L'art, c'est quelque chose qui fait du bien. Et je pense que ça peut être salvateur aussi. Et c'est quelque chose de... Pour moi, l'art, en fait, ça rentre dans l'ordre de l'indicible quand on va lire par contre, on va lire un livre, ou voir une peinture, ou écouter une musique, et on va se dire, ah, ce livre, alors si on a la chance d'avoir l'élocution nécessaire et l'éducation qu'il y a avec, on va pouvoir donner des mots. Et encore parfois, je pense qu'on va dire, ah, cette musique, elle m'a bouleversé, mais qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Je crois que c'est ça la magie de l'art, c'est que c'est quelque chose qui est complètement irréel et impalpable. Et c'est ce qui fascine d'ailleurs, et c'est ce qui fait que dans la société aujourd'hui, les gens disent « Ah, c'est un artiste ». Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que quand les personnes mettent l'artiste sur un piédestal, ils ne se rendent pas compte qu'à l'intérieur d'eux, il y a un artiste. Chez chacun d'entre nous, ça j'en suis convaincu. Simplement, ils n'ont pas développé cette faculté-là. Et moi, pendant des années, avant de travailler en entreprise, d'ailleurs c'est ce qui m'a amené certainement là-bas, en tant que danseur j'étais fasciné par les personnes qui travaillaient en entreprise. Moi dans les films, les hommes d'affaires et tout ça, les James Bond, les gentlemen et tout ça, je me disais mais waouh, fascination. Et quand je rencontrais ce type de personnes dans des dîners plus ou moins mondains, voilà, et ben je voyais leur fascination et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils trouvent de fascinant à un danseur? Parce que bon, à la base j'étais que danseur, je me dis bah, je danse sur de la musique, j'exécute ce qu'on me demande. Il n'y a pas vraiment de créativité dans ce que je fais, il y a une maîtrise du corps, mais c'est pas fascinant. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, en fait, on est vraiment on est l'autre, finalement, voilà. Et donc, ouais, l'art, je pense que c'est quelque chose qui fascine. C'est intéressant, tu parles de la danse, des danseurs, à l'Opéra Étoile, à l'Opéra Danseur Étoile. Quelle définition donnes-tu de la danse? Je voudrais citer Bonaventura qui souligne « Danser, c'est comme parler en silence ». Et c'est dire plein de choses sans dire un mot. Exactement. En quoi, François Hu, la danse peut-elle être un langage universel silencieux? J'allais dire, la réponse est dans la question en fait. C'est beau, t'as tout dit. Et effectivement, quand on se déplace et qu'on fait des tournées avec l'Opéra de Paris, j'ai eu cette chance, et avec l'équipe de 3e étage aussi, qui est une compagnie de danse, j'ai eu la chance de voyager vraiment
je vais pas dire partout dans le monde, mais d'avoir fait, je pense, tous les continents. Et effectivement, il n'y a pas besoin de... On peut être assis à regarder un spectacle de danse, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de mots. Après, ce que je crois, et en tout cas moi c'est ce qui m'a un petit peu... Enfin, ça m'a titillé, on va dire, c'est que je me suis dit, tiens, c'est marrant, parfois j'ai l'impression d'avoir exprimé ça, ou quand j'ai chorégraphié, d'avoir voulu dire ça, et en fait les gens me disent, oh, qu'est-ce qu'on a été touchés, on a vraiment ressenti que... Et c'était pas du tout l'intention que j'avais derrière. Et je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, ou alors j'ai été touché, ça m'a rappelé tel truc. Et je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Et c'est là où je me suis dit, à la fois on peut toucher, on peut bouleverser, mais on ne sait pas vraiment où on va. Alors qu'avec les mots, généralement, il y a eu un consensus quand on dit par exemple attaquer. Généralement, on sait que ça va être un peu brutal, ça va être, voilà, il y a une connotation derrière. Quand on va dire j'ai pleuré, on sait à quoi ça va ressembler. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le seul en scène est né. Je me suis dit, mais pourquoi choisir la danse ou la parole? Pourquoi ne pas mettre les deux ensemble? Bon, mis à part pour des raisons respiratoires et cardiaques qui sont difficiles à supporter sur 1h45. Et je me suis dit, voilà, donc en ça c'était un petit peu novateur, je pense qu'on a fait. Mais je pense que les deux sont indissociables parce qu'effectivement, la danse exprime des choses que les mots ne peuvent pas et vice-versa. Je crois que la danse, pardon, effectivement, c'est un médium assez commun à tous et aujourd'hui, surtout que bon, le champ des possibles s'est élargi avec la danse contemporaine. Aujourd'hui, si je parle juste avec mes mains, là on coupe le son, ben, on pourra dire que je suis en train de faire de la danse, parce que finalement la danse c'est simplement un mouvement. Après la danse classique, par contre, là il y a des codes, c'est beaucoup plus normé, c'est beaucoup plus restreint. Bon. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que je pense que ça peut permettre, notamment à des minorités ou des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une éducation ou d'être nées dans un milieu favorisé, de pouvoir s'en sortir, tout comme le sport d'ailleurs, parce qu'on pourrait même dire que le sport c'est une certaine danse. Quand on voit les boxeurs, quand on voit, je pense à mon ami Cyril Benzaken, dont j'apprécie beaucoup le style qui est très léger comme ça, quand on regarde Mike Tyson, lui qui va être beaucoup, ça se rapproche presque du crump, ce qui va être très terrestre comme ça, il va aller au corps, il va être très rapide. Quand je vois Michael Jordan tirer, quand je vois tout ça, c'est des mouvements et d'ailleurs ça s'appelle son documentaire The Last Dance. Donc voilà, on pourrait dire que tout est danse avec un A ou avec un E, ça dépend. Mais en tout cas, effectivement, il n'y a pas besoin d'intellectualiser. Je pense que ça fait appel à nos sens primaires, à notre instinct presque de primitif en fait, et de ce qu'il y a de plus essentiel chez nous, parce que tout comme la musique, en fait, une pulsation ça va résonner, la danse ça va résonner aussi, et on va pas forcément mettre des mots dessus. Et aujourd'hui, je pense que ça peut faire un peu de bien, parce que tout est tellement cloisonné, il y a tellement d'informations visuelles, auditives, que juste de ressentir parfois, et ben ça fait du bien. Particulièrement dans la danse classique, il y a je dirais, une aspiration de l'âme humaine, métaphysique. Et ma question est la suivante, François, quelle aspiration métaphysique vois-tu dans la danse classique? Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a une fois une dame qui m'a dit mais tous ces mouvements que vous faites, où est-ce qu'ils vont? Et quand elle m'a dit ça, je dansais un petit peu différemment, parce que je me disais, en fait souvent, enfin en tout cas moi quand je danse, j'essaie de mettre de la texture à mes mouvements, ce qu'on appelle la qualité de mouvement. Donc ça peut être un mouvement qui va être visqueux, un mouvement qui va être saillant, un mouvement qui va être un peu aquatique, onduleux, et on peut faire naître voilà, des émotions, rappeler des souvenirs aux personnes. Je crois que la question métaphysique de la danse, ouais, c'est quelque chose de... Je réfléchis, hein, parce que c'est quand même une question qui est... Je peux peut-être t'aider, si tu veux, avec une citation de Sénèque. Allez, avec plaisir. Parce que qui dit « tout art est imitation de la nature », dans le sens où, dans la danse, est-ce que tu imites vraiment la nature ou tu la transcendes? Ça va dépendre de la qualité du danseur. S'il n'est pas bon, il ne va pas transcender du tout. Danseur étoile, donc. Non, mais ça ne veut rien dire. Ça c'est qu'un titre. Hein. Tu sais, il y a des danseurs étoiles qui sont... On est 1000 fois moins bons que des danseurs qui sont dans des bidonvilles aujourd'hui et qui ont des capacités de mouvement et même des capacités physiques nettement supérieures, juste ils n'ont pas eu la chance d'être vus. Mais je dirais en tout cas, alors c'est pas très métaphysique, c'est plus physique, mais en tout cas qu'il y a une répercussion qui est certaine dans les neurones miroirs du public. C'est-à-dire qu'en fait que quand le danseur prend du plaisir, et il y a des pièces qui sont construites là-dessus,
dont j'ai horreur parce que je trouve que le matériel chorégraphique est très faible, mais on dit aux danseurs amusez-vous, be joyful, yes, c'est cool. Et donc les gens sortent comme ça, et je pense aux spectateurs qui viennent par exemple à l'Opéra Garnier ou l'Opéra Bastille, particulièrement l'Opéra Garnier, parce qu'il est beaucoup plus joli. Ils arrivent dans ce théâtre qui est absolument merveilleux, plein de dorures, de velours, ça sent le bois, ça sent l'histoire, enfin c'est incroyable. On arrive, on est déjà conquis à 80%. On s'assoit, on a un orchestre qui joue, c'est 90. On voit une belle lumière, on est à 98. Bon, il y a 2% de personnes qui prennent du plaisir sur scène, et ben, le tour est joué. Et les gens sortent heureux de ça. Et ils se disent, moi je suis venu au théâtre, j'ai pris une dose de bonheur. Et je rebondis sur le spectacle complètement jeté, j'en ai parlé avec ma psy, c'était assez intéressant. Quand j'ai fini mon spectacle au départ, et que j'avais pas du tout la maîtrise des mots, du souffle et tout ça, j'ai fini mon spectacle, j'étais épuisé, et j'avais fait ce spectacle justement pour m'émanciper de l'opéra, pour faire ce que j'avais envie de faire, à ma façon, peut-être moins souffrir, ou voilà. J'ai fini le spectacle, et ma psy me dit, alors vous en avez pensé quoi? Et je dis, et vous? Elle me dit, non, c'est vous, racontez-moi. Je dis, je vais être très honnête, c'était horrible ce spectacle, alors que c'est moi qui l'ai coécrit, c'est mon rythme. Et je dis, j'ai l'impression d'avoir suffoqué. Elle m'a dit, oui, nous aussi on asphyxie en vous regardant. Je dis, ah bon? Et je me suis dit, pour revenir sur les neurones miroirs, en fait, en fonction de l'état dans lequel tu impactes vachement le spectateur. Et je pense qu'on a, en tout cas, on a, métaphysique ou pas, on a une responsabilité sur scène, c'est de faire attention à ce qu'on fait, parce que l'art, de façon générale, on peut se dire, oh, c'est léger, ça n'a pas forcément d'impact. Je pense que potentiellement, en tout cas momentanément, peut-être pas sur le long terme, mais momentanément, on peut faire passer un moment terrible, très désagréable à des spectateurs, leur remuer des choses qui leur sont très désagréables, ou au contraire, ça c'est ce que je préfère moi, dans un spectacle, qui a un message un petit peu philosophique, ou même un message tout simple, qui puisse leur apporter de la lumière, un éclaircissement, de l'espoir, et aider à retrouver une voie un petit peu plus heureuse, quoi, tout simplement. Donc voilà, mais en tout cas par rapport à je reviens sur Sénèque, la nature et tout ça, je crois qu'en tout cas ça dépend vraiment des créateurs, mais moi je sais qu'en tout cas si je venais à faire, et c'est pour ça que je m'émancipe un petit peu de la danse aujourd'hui, mais si je devais aujourd'hui faire de la chorégraphie et tout ça, j'axerais beaucoup plus sur la partie sensée et simple, c'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de lire un argument de 50 pages pour comprendre la pièce que je vais faire, mais que la pièce se suffise à elle-même en fait, de par la lumière, de par la musique, de par ce qui va se passer sur scène, et de pas forcément dans les choses complexes, parce que parfois, et ce qu'on retrouve aussi dans l'art contemporain de façon générale, c'est qu'il y a une petite entourloupe qui peut être faite. On écrit un grand texte avec des mots très complexes, on a l'air très intelligent, puis on met en scène quelque chose d'absolument pourri, enfin, il se passe rien, c'est vide. Et on va se cacher en disant voilà, c'est le reflet de la société dans l'âme humaine avec. Et en fait, sur scène, il ne se passe rien. Tout comme un tableau blanc qui va être vendu des millions en disant non, mais quand vous contemplez ça, vous êtes face au paradis. Oh, c'est génial d'acheter le paradis, ça vaut 50 millions. Bah, bien sûr, le paradis. Oui, mais on aurait pu le faire nous-mêmes. Oui, mais c'est l'idée qu'on achète. Et alors là, moi, j'ai un petit peu du mal parce que pour moi, ça devient. On se rapproche, on est dans le capitalisme, et en fait, on se rapproche. Autant faire des bitcoins. Enfin, je veux dire, au moins c'est un peu plus sincère. C'est de dire vous achetez rien et ce rien va valoir quelque chose. Et on va spéculer dessus, et bon, c'est un peu la frénésie et la folie humaine, mais faire ça avec de l'art, je trouve ça un peu triste, parce que ça abîme le rêve, ça abîme l'inconscient, et ça abîme la poésie de la vie, quoi. Poésie de la vie, à l'instant, François, tu disais que tu t'émancipais de la danse. En effet, dans l'introduction tout à l'heure, je disais que tu étais réalisateur, producteur, acteur. Je voudrais revenir sur ces trois casquettes que tu as, peut-être commencer par producteur, parce que François Truffaut souligne produire, c'est susciter l'éveil de l'esprit. En quoi tes productions alors quand j'ai produit, donc effectivement, donc sur Orcade, j'étais pas encore producteur, j'étais juste danseur, parce que c'est Samuel vraiment qui avait tout fait. Là où j'ai commencé à coproduire, c'est un spectacle que j'avais fait en 2015, donc c'était en fait avant, ça s'appelait François Lui et les danseurs de l'Opéra de Paris. J'ai aussi produit un spectacle en Ukraine qui avait le même nom, mais c'était avec les danseurs ukrainiens, et le seul en scène. La production, c'est en fait assez... Déjà, produire, ça veut tout et rien dire. J'allais dire, là, tu as produit toute une interview, des questions, là, c'est de la production. Production, ça peut aussi vouloir dire mettre de l'argent. Être producteur au cinéma, c'est
aussi leveur de fonds, c'est aller pitcher quelque chose devant toute une assemblée pour avoir ou pas des subventions. Donc ça veut dire plein de choses. En ce qui me concerne, moi, la partie production, puis il y a producteur exécutif, bon, il y a plein de producteurs. Moi, ce que j'avais fait en tout cas dans ces spectacles, c'est que j'avais mis de l'argent, ou j'avais demandé à ce qu'on m'avance de l'argent pour faire naître mon spectacle. J'ai fait de la levée de fonds auprès de mécènes qui m'ont gentiment soutenu, je les en remercie ici. J'ai aussi à un moment simplement mis, notamment dans le seul en scène, voilà, j'ai mis de l'argent que j'avais accumulé pendant quelques temps pour pouvoir produire ce spectacle. On n'est pas allé chercher de fonds là, pour la peine dessus, donc c'était vraiment sur fonds propres, donc c'était plus complexe. Et après la production, déjà je la fais pas tout seul, hein, je suis accompagné, mais il y a un moment j'ai voulu quand même un peu mettre les mains dans le cambouis pour savoir ce que ça veut dire être vraiment producteur. C'est regarder toute la ligne de tous les coûts, combien de lumière on va prendre, combien coûte le théâtre, de combien de rôdes on va avoir besoin, de combien de machines à fumer, il y a toutes ces choses-là, qui va s'occuper de l'accueil. Enfin, c'est réfléchir à la création d'un produit et d'une expérience qu'on va partager avec le plus grand nombre, en tout cas essayer de faire aucun faux pas, parce que chaque faux pas c'est de l'argent en moins et c'est potentiellement une expérience plus négative pour le spectateur, l'auditeur, le lecteur, voilà. Donc c'est effectivement c'est jubilatoire, parce qu'effectivement on tient en main les cordes en tout cas les lanières qui vont tenir le cheval qui va accélérer, mais si à un moment on brille de trop ou alors qu'on accélère, ça peut vite partir dans tous les sens. Donc il faut faire hyper attention, et c'est pour ça que je ne me permettrai pas, et quand j'ai fait de la production la première année, la qualité de la danse, en toute honnêteté, elle en avait pâti. C'est très dur d'être un très bon artiste, d'être un très bon producteur, un très bon réalisateur, tout en même temps. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne équipe, mais c'est important aussi de mettre les mains, comme je dis souvent, dans le cambouis, parce que on ne peut pas diriger quelqu'un sur quelque chose qu'on n'a jamais pratiqué soi-même. Donc voilà, je crois que... Et tu es aussi réalisateur, ouais. Comme je le disais à l'instant. Enfin, j'ai fait 2 courts-métrages pour l'instant. Tu as fait 2 courts-métrages. J'en suis au début. Hein, ouais. Et finalement, la question est la suivante, parce qu'il y a une responsabilité en étant réalisateur, oui. Une responsabilité énorme face à la société. Quel est le poids de cette responsabilité dans les 2 courts-métrages que tu as réalisés? Et donc non seulement quel est le poids, et deuxième question, qu'attends-tu en tant que réalisateur? Ouais. Quelle est la réponse que tu dois apporter ouais. À la société contemporaine que nous sommes? Alors aujourd'hui, donc quand j'ai fait alors mon tout premier court-métrage, mais je le compte même pas celui-là parce qu'il était fait à l'iPhone dans mon jardin, et c'était mes parents qui étaient derrière le téléphone, mais bon, et ils ont été très sympas et je les en remercie une nouvelle fois. En fait, cette volonté de réaliser, elle est née pendant le confinement. Il se trouve que Emmanuel Macron, donc lors d'une allocution, nous dit fait comprendre que les artistes ne sont pas essentiels. Donc là, et je l'en remercie, hein, parce que il a mis de l'huile sur le feu. Et j'ai vu certains, pas tous, hein, mais quelques collègues à ce moment-là qui n'allaient pas bien de l'opéra et qui étaient sur les réseaux sociaux en train de faire des chorégraphies, mais assez sombres pour exprimer leur mal-être et leur malheur. Et chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais à ce moment-là, en tout cas, moi, ça m'a profondément énervé. J'ai eu un volcan qui s'est mis à... Il y a eu une éruption volcanique à l'intérieur de moi, et d'un coup je me suis dit mais c'est pas possible, on peut pas laisser faire ça, et on peut pas dire qu'on n'est pas essentiel et qu'en même temps on se morfond sur le réseau. On est essentiel, et surtout dans les périodes où ça va bien. Et donc j'ai fait un premier court-métrage, parce que j'entendais aussi beaucoup autour de moi les personnes, et j'en faisais partie d'ailleurs aussi, qui se faisaient rattraper par leurs démons. Moi c'était la bouffe, d'autres l'alcool, d'autres la clope, d'autres la drogue, donc qu'importe. Et je me suis dit ce serait pas mal de donner un petit avertissement humoristique via une vidéo. Donc en fait je faisais la vidéo commençait pendant, je le disais, la première semaine, quand on nous a annoncé le confinement, beaucoup se sont dit cool, c'est les vacances. Évidemment, il y avait un malheur terrible parce qu'il y en a qui perdaient des proches, mais beaucoup se sont dit cool, je vais rien faire pendant X temps, donc ça va être relâche, génial. Donc en forme, on va faire du sport, c'est cool. Et puis au bout d'un mois, peut-être qu'on devient, enfin en l'occurrence, moi c'était ça, c'était la bouffe principalement. Donc on voit un personnage qui est hyper gros, qui est un danseur qui essaie de danser, mais tout empoté, qui est un peu grassouille, qui bouffe trop et qui finit par presque vomir, on va dire, mais de façon tout ça assez humoristique. Et c'est marrant parce que ça a suscité pas mal d'engouement, notamment des voisins qui regardaient comme ça et qui disaient ah, c'est sympa vos vidéos et tout ça. Ensuite j'ai fait d'autres choses, pareil je les compte pas dans les courts-métrages, mais j'ai fait une voyante
J'incarnais une voyante dans le studio de ma mère qui m'annonçait que... Enfin moi je lui dis, je me plaignais, François se plaignait auprès de la voyante en lui disant « Je suis désolé mais qu'est-ce qu'on va devenir et tout ça ?» Et elle lui disait « Mais tout va bien, t'en fais pas. Voilà. » Et j'avais profité de cette vidéo pour faire un lien avec une plateforme que j'avais montée qui s'appelait Art Cure Corona, où en fait on a levé je crois 8 000 € pour la Croix-Rouge avec d'autres copains artistes. Donc c'était un peu une vidéo promotionnelle pour que les gens fassent des dons. Donc il y a toujours une pensée derrière. Et après les 2 courts-métrages que j'ai réalisés, donc le premier s'appelait L'échappée, c'était vraiment une utopie. Parce qu'en fait, ça faisait plusieurs mois qu'on était confinés, sans vraiment de solution. Et je me suis dit, en fait, la seule solution, c'est de s'accrocher, c'est l'espoir. Et l'échappée, en fait, c'est un pas de danse. Et il y avait l'échappée, la sortie du confinement. Et donc, on avait eu la chance d'aller tourner en baie de Somme avec Jérôme Sivien et Julien Benamou, qui est un très très bon ami. Et on a tourné en fait ce clip, donc j'avais fait mon petit storyboard, j'avais expliqué ce que je voulais, comment, quoi et tout ça. Et donc en fait, au début c'est d'un geste acéré, waouh, il se rappelle bien, c'était longtemps. D'un geste acéré, il cisaille l'air, ça y est, les cordes du temps qui le retiennent viennent de rompre. Et en fait, il déboule furieusement, et on voit en fait un homme qui est libre et qui retrouve son amour de toujours. En fait, c'est une course vers son amour qui est la danse pour un danseur. Mais l'idée, c'était de s'adresser au pâtissier qui allait retrouver ses fourneaux, je sais pas, à l'astronaute qui allait pouvoir repartir dans l'espace, hein, qu'importe, qu'on allait pouvoir retrouver nos passions, nos amours et puis la connexion entre tous. Et le dernier que j'ai fait, ça s'appelait La Source. C'était de se dire qu'au lieu de souffrir pendant cette période, alors évidemment quand on était atteint c'était difficile, mais quand on était juste chez soi confiné, plutôt que de se morfondre et de se dire mais qu'est-ce qu'on va devenir, autant transformer cette opportunité autant transformer cette phase de vie en opportunité. Et je me suis dit quand est-ce que dans notre vie le monde va être à l'arrêt quasiment complètement, probablement plus jamais, enfin en tout cas de notre vivant je pense pas qu'on reconnaisse ça une seconde fois, je l'espère. Et je me suis dit, c'est le meilleur moyen de faire une vraie introspection, de ne rien faire, de penser, de faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, et d'aller chercher en fait la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et donc tout le film, il est autour de ça, d'où la source lumineuse, quoi. Donc voilà, c'était ça. Et donc qu'est-ce que je cherche à faire à chaque fois, c'est de faire passer un message qui j'espère est le plus clair possible. S'il peut y avoir un peu de poésie dedans, j'aime bien. Quand il y a plusieurs niveaux de sens aussi, j'aime bien, parce que tout comme toi, j'aime bien m'adresser à un champ assez large un public assez large, que ce soit un enfant ou un adulte, à une personne qui travaille dans une usine, tout comme au PDG d'une grande boîte, en passant par les artistes. Le but, c'est de toucher un maximum de personnes et de trouver une sorte de, j'ai envie de dire, universalité, dur à dire ce mot, dans une œuvre pour qu'on puisse tous s'y retrouver. Et c'est difficile à faire, mais en même temps, c'est très challengeant, et puis de toujours jouer sur différents niveaux de sens. Voilà. C'est passionnant, François, ce que tu dis. Malheureusement, l'interview va bientôt s'achever, mais encore quelques questions. Sur l'acteur que tu es, Cocteau souligne que jouer, agir, c'est mentir. C'est vrai. Comment, finalement, en tant qu'acteur, quand tu joues un personnage, comment arrives-tu à rester toi-même en incarnant quelqu'un d'autre? Alors en fait, je suis d'accord et pas d'accord, tout dépend de quel paradigme on adopte. Si effectivement on me dit mais donc François tu n'es pas un serial killer que tu as joué, je vais dire non, effectivement je vous ai menti. En revanche, quand on incarne un personnage, qu'il soit dansé, cinéma ou quoi que ce soit, en fait au contraire je pense qu'il faut que ce soit, il faut en être convaincu et il ne faut pas que ce soit un mensonge, parce que si on se dit je joue ça, pour moi, c'est pas bon. Il faut essayer de devenir cette personne et de commencer à penser un petit peu comme elle aussi et de se dire, tiens, dans cette situation, qu'est-ce qu'elle aurait fait et pour que ce soit encore plus crédible, je crois, de se dire, si moi, avec mon identité, si je venais à tuer quelqu'un aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ferais? Et après, tout dépend de comment c'est écrit, hein, mais je pense que pour que ce soit crédible, il faut qu'il y ait... Parce qu'à l'intérieur de nous, et là on part vraiment très loin, il y a quelque chose de la table ésotérique, la table de l'émeraude que j'aime beaucoup, qui dit tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et je pense qu'à l'intérieur de notre petit corps, il y a tout l'univers aussi qui est inscrit. Moi, je crois profondément à ça. Tout comme je crois qu'à l'intérieur de nous, il y a à la fois, et ça va paraître un peu choquant, mais j'y crois vraiment, il pourrait y avoir un serial killer, comme il peut y avoir un artiste, comme il peut y avoir un chef d'entreprise, comme il peut y avoir un ouvrier. Simplement, notre environnement, l'ADN, notre conditionnement fait qu'on va prendre une voie ou une autre.
Et j'écoutais une fois une interview d'un ancien chef négociateur du GIGN qui disait, et j'ai trouvé ça passionnant, si vous était arrivé ce qui était arrivé à la personne avec qui j'ai négocié et qui a tué les 2 personnes dans le hall d'entrée, vous auriez certainement fait la même chose que lui. Et en fait, ça m'a bouleversé parce que je me suis dit, bah effectivement, c'est toujours très facile de juger en fait un meurtrier, un monstre, quand on est dans son petit canapé jaune et qu'on est à discuter, et c'est très sympa et ça fait la conversation. Mais si on avait vécu ce qu'il avait vécu, comment on s'en serait sorti? Tout comme par exemple, je prends ton exemple, tu vois, toi tu as une vie incroyable et tu es d'une résilience et un exemple fort et très inspirant. Mais il y a d'autres personnes probablement qui auront peut-être vécu ça et qui auront fait de leur histoire. Toi, tu vois, tu répands la lumière, tu veux faire des... Non, mais c'est beau ce que tu fais. Mais tout, il y a des personnes qui se diraient, moi, on m'a fait ça, qui m'a fait ça, pourquoi? Je vais aller me venger de ces personnes et je vais aller détruire. Et ça s'entend, en fait. Et ça crée d'ailleurs le cosmos qu'il y a sur Terre, la monstruosité et la lumière. Et tu es lumière parce qu'il y a un monstre aussi. Et finalement, ce monstre, est-ce qu'il n'est pas un peu un martyr quelque part? Il va détruire, mais en plus, on va vouloir l'emprisonner, on va vouloir le punir. J'ai envie de dire, il y a un moment, on parle de choix de vie. Moi, je crois on s'éloigne un petit peu, mais je reste quand même dans la thématique. On dit que la fatalité n'existe pas, que le destin n'existe pas. Alors, je suis d'accord, tout n'est pas tracé. En revanche, ce dont je suis persuadé et que je peux prouver scientifiquement, c'est que là, maintenant, le chiffre n'est pas exact, hein, mais peut-être qu'on a, allez, je dis une bêtise, 1500 possibilités, mais pas plus. Là, dans les 10 secondes qui suivent, je peux me gratter toutes les parties du visage, je peux me lever, repartir. Si je veux être aux Bahamas, si je veux d'un coup sortir et prendre mon scooter, je peux pas. Dans les 10 secondes qui suivent, ça n'est physiquement pas possible. Et donc, à chaque seconde qui passe, on est restreint par un champ d'action. Et en ça, je crois qu'il y a une forme de déterminisme et il y a une forme on a un rôle à jouer. Et si parfois on s'égare parce que ça fait partie de la range, entre guillemets, de l'éventail des possibilités qu'on a, si à un moment on va contre l'ordre du cosmos pour lequel on est fait, hein, je dis si on est fait pour être un peu un monstre, ben voilà. Si on commence à faire quelque chose qui n'est pas bon, je pense qu'on est balayé de la matrice et on ne disparaît pas, parce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Formidable. François, ma dernière question, malheureusement, parce que l'interview s'achève, une question toute simple. Et je te demande vraiment, comme tu l'as fait jusqu'à présent, la plus grande authenticité. François, es-tu heureux? Grande question, hein, ça. Alors, je vais te répondre oui, mais avec ma définition du bonheur, parce qu'elle est évidemment, du point de vue de quelqu'un d'autre, je pourrais ne pas être heureux du tout. Mais de mon point de vue, je suis très heureux. Je reprends l'histoire de la matrice, moi, mais j'aime beaucoup la métaphore aussi du poker, parce que c'est un jeu que j'aime bien. Quand j'ai retourné mes cartes de poker, moi, il y avait marqué hyper sensible, hyper actif, hyper phagique, hyper. Voilà. Donc moi, c'est hyper. Quand je vibre comme ça, je suis pas hyper. Quand je vibre comme ça, je suis hyper. Et quand je suis dans cette fonction-là, je sais que je suis heureux. Ça va paraître fou, mais parfois de pleurer toutes les larmes de mon corps, de sentir que ça va pas, mais ça me remplit en fait. Et je crois que la vie, c'est aussi des vibrations. Et comme j'adore la vie, j'adore vibrer profondément, tu vois. Donc oui, je suis heureux. Après, si on prend heureux au sens de, par exemple, Mihaly, Csikszentmihalyi, qui est un psychologue hongrois, il dit que le bonheur, en fait, c'est cet état de flow qu'on atteint quand on est en train de progresser, d'évoluer, que tous nos sens physiques, intellectuels sont stimulés à leur maximum et qu'on pense que notre barrière limite est ici et qu'on va atteindre le petit centimètre en plus. Et c'est vraiment pendant, c'est pas quand on est arrivé, c'est pas avant, c'est vraiment pendant. Et il a mis des capteurs par exemple sur Bobby Fischer qui joue aux échecs. Et globalement, c'était au moment où il était en train de réfléchir, qu'il était en train de progresser, de se surpasser, qu'il sécrétait le plus de, je ne vais pas dire bêtise, sérotonine, je crois que c'est ça, l'hormone du bonheur, le plus de sérotonine. Et effectivement, moi, quand je crée, quand je suis dans un moment de flow, c'est-à-dire que le temps n'existe plus, qu'on est dans un moment un peu impalpable, et que je suis pleinement immergé dans ce que je fais, ou quand je suis sur scène pendant mon seul en scène et que je suis hyper concentré à tous les bruits, très alerte, et bien là, c'est des moments de bonheur intense. Et comme j'ai la chance de choisir aujourd'hui ce que je fais dans ma vie, oui, je suis heureux. Magnifique. Merci cher François, pour ce moment de bonheur que tu viens de nous faire passer. Merci beaucoup de m'avoir consacré de ton temps et merci de continuer à illuminer le monde comme tu le fais. Merci et bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais, parce que c'est très beau. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine
et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt, merci pour votre fidélité. Ciao, ciao. Au revoir.